Sommes-nous le dernier rempart d'un monde démodé qui rêve de guitare, plus que de gros billets? Et si tout ça fait de nous des fous parfaits? Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Imbécile, on s'est planté décidément. C'est écrit dans les magazines, à l'encre débile, à l'encre débile. Chers auditeurs de Tranche de vie, dans un de ces petits coins retirés, dont le Périgord a le secret, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Soisic et Marin qui ont décidé de s'installer là pour exercer le noble métier de boulanger. Et ils l'ont fait en faisant en même temps un choix de vie puisque, comme ils vont nous le raconter, ils ont quitté la ville pour venir s'installer à la campagne. Ils font donc partie de ces néo-ruraux dont on parle beaucoup en ce moment, mais certainement avec des choses tout à fait passionnantes à nous raconter sur la manière dont ils ont vécu cette transition catégorique. Soisic, Marin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Depuis quand êtes-vous boulanger ici à Saint-Aquilin, au lieu-dit Barbeau? Depuis fin octobre 2020. On a acheté cette maison qui contenait une grange en janvier 2020 et on a commencé des travaux de réaménagement de cette grange en mai, juste après le confinement, le premier confinement. Et ces travaux ont duré tout l'été jusqu'à fin septembre. Et ensuite, le temps de tout aménager et de s'installer complètement. On a fait nos premiers pains le 20 octobre 2020. Et en même temps, vous avez accueilli la petite Maglone, je crois, qui est venue compléter la famille. Marin et Soisic, pour ce faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez décidé complètement de changer de vie. Que faisiez-vous auparavant ? Alors moi j'étais contrôleur de gestion dans l'agroalimentaire, dans des grandes entreprises. Soisic elle travaillait plus comme ingénieur production chez L'Oréal. Voilà. Alors vous aviez quand même un petit pied dans l'alimentaire, mais c'était quand même très, très différent de ce que vous faites maintenant, et à plus forte raison pour Soisic. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix ? Je pense que c'est une décision qui était au début individuelle chacun de notre côté, qui s'est regroupée, puisque quand on s'est rencontrés, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît finalement, on s'est rencontrés en 2017. On était tous les deux en bout de cycle de carrière dans des grands groupes. Et on y avait travaillé à peu près une dizaine d'années chacun. Et en sentant que voilà, on aspirait à autre chose, qu'on avait beaucoup reçu, beaucoup appris dans ces carrières, mais où on n'y trouvait pas en tout cas un sens qui nous manquait, parce qu'on avait besoin de ce sens pour continuer notre vie et être heureux. Et donc, en réfléchissant chacun de notre côté, finalement, on a fini par converger nos réflexions et de se dire qu'on avait envie de travailler dans un environnement plus tourné vers la nature, en prenant plus le temps de faire les choses, en étant plus dans la relation humaine. Et moi, j'avais vraiment à cœur de travailler dans un domaine d'agroalimentaire, mais je ne savais pas lequel. Et Marin, lui, avait envie d'être entrepreneur et de travailler de ses mains. Et du coup, quand on en a discuté et qu'on a émis plein d'hypothèses, on a regardé tout ce qu'on pourrait faire, finalement, c'est le pain, quand on en a parlé, en prenant des exemples de paysans boulangers qu'on connaissait, on s'est dit, c'est ça, c'est ce qu'on veut faire et on veut le faire tous les deux. Et notre but, c'était de faire du pain qui ferait du bien aux gens. Ça, on va en parler, bien entendu. Mais Marin, je pense que vous exerciez tous les deux votre métier précédent dans la région parisienne ? Oui, à Paris. Moi, j'ai vécu 30 et quelques années, puisque j'ai 40 ans, à Paris. Fleur de bitume, donc j'ai grandi là-dedans et j'ai envie de dire que j'ai aimé ma vie parisienne, toutes les relations que j'y ai tissées, tous les amis que je me suis fait. Mais quand j'ai rencontré Soisic, c'était vraiment une occasion d'ouvrir une nouvelle page
Et là, le fait de tourner cette page parisienne et de se dire, bon ben voilà, maintenant j'ai connu la grande ville, maintenant j'ai envie vraiment peut-être aussi de fonder une famille plutôt dans un environnement un peu plus vert, un peu plus tourné vers la nature. Moi qui avait beau avoir un père expert forestier, finalement j'étais assez ignorant de tout ça. Et donc être un peu plus en relation avec la nature et les personnes, c'était quelque chose qui me paraissait tout naturel. Et puis il y a aussi quelque chose qui nous attirait, c'était le côté, l'envie d'être plus cohérent avec nos aspirations. C'est-à-dire aujourd'hui, on a à cœur de protéger l'environnement, de manger plus local, etc. Et c'est compliqué dans une grande ville où finalement on est assez dépendant de marchés, supermarchés, etc. qui se fournissent un peu partout dans le monde. Finalement, s'assurer que ce qu'on mange a été produit à côté de chez soi, ça devient très très compliqué. Donc là, c'est un choix de vie qui a été fait, mûrement réfléchi, mais avec quand même des facteurs favorables. Vous me dites que vous connaissiez d'autres boulangers qui vivaient et travaillaient à la campagne. Vous aviez quand même eu une certaine expérience, au moins dans votre enfance, des milieux ruraux. Vous, Soisic, c'est pas le cas. Vous êtes une pure urbaine, ou bien est-ce que vous avez aussi une expérience de la campagne? Moi, je suis un peu moins urbaine que Marin, parce que j'ai grandi dans une ville proche de Poitiers, qui, quand j'étais toute petite, était une ville de campagne, puisque notre maison était entourée de champs. Et puis, c'est en train de se construire. Voilà, exactement. Alors, je retiens aussi de ce que vous m'avez dit, que quand vous avez fait ce choix, vous n'étiez pas vraiment en souffrance. Non, on n'était pas en souffrance. On sentait juste qu'il nous manquait une unité de vie. On sentait que si on restait plus longtemps, peut-être que là, on finirait par être en souffrance. Et alors, le travail manuel, est-ce que c'est quelque chose auquel vous aviez été entraîné, soit par votre milieu familial, soit par goût, ou bien est-ce que vous y avez été amené comme ça par la force des choses? Moi, j'ai vu mes parents bricoler toute mon enfance. C'est pas leur métier, mais c'est leurs occupations du week-end. Et vraiment, ils nous ont montré qu'on pouvait tout faire soi-même et que c'était pas toujours nécessaire d'aller demander à un corps de métier de faire des choses. Donc, j'ai appris à utiliser mes mains. De là à en faire mon métier, je le pensais pas quand j'étais jeune. Marin, vous? Nous, c'était plutôt pendant les vacances qu'on faisait des travaux manuels, que ce soit repeindre des volets, étendre des cailloux, ce genre de choses-là. Creuser des trous, ça c'était plus le travail, l'activité des vacances pour nous aérer les neurones, mais c'était pas forcément quelque chose que les parents voulaient pour nous. Ils s'étaient rencontrés à Paris, ils avaient envie, comme tous les parents, qu'on fasse de bonnes études pour pouvoir être paré dans la vie. Ma grand-mère, côté maternel, était agricultrice, le frère de ma mère qui était agriculteur aussi, et donc il savait aussi que c'était des métiers qui pouvaient être assez pénibles où on peut gagner difficilement sa vie. Il y avait cette conscience-là dans le fait de nous faire des études. Ce changement de vie, je retiens aussi que vous l'avez fait par conviction. Est-ce que cette conviction, vous l'avez forgée de longue date, ou bien est-ce que ça vous est apparu comme ça au fil de votre première carrière, cette conscience d'une nécessité d'être à la fois frugal et puis plus en prise avec la réalité? Moi, je dirais oui et non. Disons que quand j'étais petite, je me représentais facilement une vie à la campagne. Je me voyais bien femme de fermier. Mais ça m'est vite passé. À partir du moment où mes parents m'ont montré que j'avais les capacités de faire des études, que ingénieur c'était bien. Enfin, je suis devenue ingénieure et j'y ai trouvé mon compte. Et j'étais passionnée par le métier que j'exerçais. Et puis, j'ai quand même été de temps en temps touchée par des choses qui me semblaient incohérentes dans les décisions de mes managers, etc., qui ont fini par prendre trop de place et qui ont fini par... je me disais, je suis plus moi-même. Alors, moi j'ai beaucoup de choses à vous demander. D'abord,
Pourquoi avez-vous appelé votre boulangerie comme ça, votre fournil Bethléem? Alors Bethléem, en hébreu, ça veut dire la maison du pain. Et donc nous, quand on a cherché un nom, comme on est chrétien, naturellement, et que c'était aussi dans ce cadre-là qu'on s'est rencontré avec Sozik, lors d'une retraite en silence sur le thème du peuple hébreu qui passe 40 ans dans le désert et qui découvre une alliance avec Dieu. Et ben on a senti très fort qu'on était appelé à mettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire vraiment Dieu au milieu de nos vies. On s'est dit, le pain avait déjà une signification pour nous. C'est ça qui vous a guidé en même temps que votre foi partagée. Voilà, tout à fait. Comment est-ce que vous avez atterri ici à Saint-Aquilin, à côté de Périgueux, enfin pas très loin de Périgueux quand même? Qu'est-ce que vous avez cherché, ou bien c'est tombé du ciel? C'est quand même tombé du ciel quand on relit l'histoire. Ce qu'on avait décidé, ce qu'on s'était dit, une fois qu'on avait le choix d'être boulanger, c'est que la chance qu'on avait, c'est qu'on avait la France pour nous. On n'avait pas d'attache, pas de maison déjà à nous. Et donc, on s'est réparti la France, on s'est dit on veut être plutôt dans le sud pour avoir du soleil. On a sélectionné une trentaine de villes qui se situaient en dessous de la Loire et à l'ouest du Rhône. On savait qu'on voulait regarder des villes de taille moyenne, type Périgueux. Mais pas habiter dans Périgueux, habiter à côté, en étant une demi-heure maximum de ce genre de grande ville. Donc on a fait tout un périple de ces 30 villes, en les notant, en sortant 5 qui nous plaisaient le plus. Et dans ces 5, il y en avait 2 en Dordogne, qui étaient en fait Bergerac et Sarlat. Et quand on a dû poser des choix pour lancer des études de marché pour notre diplôme de boulanger, on s'est dit, mettons une ville en Dordogne, puisque c'est une région qui nous attire. Et puis, une fois qu'on a été boulanger, on a fait des visites directement de maison en Dordogne. Et au fil de ces visites, finalement, Saint-Astier ressortait tout le temps. Et les gens nous disaient, Saint-Astier, c'est sympa, il y a une vie toute l'année, il y a un peu de tout, il y a des entreprises, il y a des familles, il y a des jeunes actifs, il y a des retraités, voilà. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas regarder autour de Saint-Astier. Et puis, cette maison, elle nous a été vraiment donnée. Il y avait cette superbe grange en face, là. Oui, tout à fait. Où Philippe Merlet, qui était menuisier, avait toutes ces machines. Donc c'était déjà un lieu d'artisan. On va réserver du temps pour la présentation technique, mais est-ce que vous pouvez, alors Sozik, puisque Marin est parti dompter Maglone, est-ce que vous pouvez évoquer les difficultés que vous avez rencontrées pour mettre tout ça en œuvre et puis commencer votre activité? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Vous avez eu un hiver qui a été relativement clément. Oui. Vous êtes entouré de gens avec lesquels vous vous entendez bien, là? Oui, tout à fait. On a été beaucoup aidés par un architecte qui a géré nos travaux et qui avait en tête que c'était des travaux à but professionnel et donc il ne fallait pas de retard. Et ça s'est plutôt bien fini puisqu'on a vu peut-être 15 jours de retard, quoi. Donc c'était parfait par rapport à notre timing. Je dirais peut-être la principale difficulté, c'est de réussir à trouver l'organisation qui convient à notre vie de jeunes boulangers, parce qu'on ne connaît pas bien le métier quand même, il faut le dire, et de jeunes parents, puisque pareil, on ne connaissait pas bien le métier. Et on a dû un peu concilier tout ça. C'est peut-être ça la principale difficulté. Beaucoup de choses en même temps, oui. Ouais. Mais alors, est-ce que vous pouvez évoquer un petit peu rapidement pour les auditeurs ces 2 années, je crois, de formation de boulanger que vous avez eues avant de vous jeter dans l'aventure? Alors, ces 2 années, elles ont commencé par des années des périodes de stage qu'on a décidé nous-mêmes. Pour le coup, on avait des conventions avec Pôle emploi, puisqu'on était demandeurs d'emploi à ce moment-là. Et on a essayé de faire un petit peu de tout. Donc on a fait des stages en boulangerie conventionnelle, boulangerie-pâtisserie. Donc on a appris à faire des baguettes, on a appris à faire des croissants, etc. On a aussi fait des stages chez des paysans boulangers pour voir la boucle du grain de blé au pain. On a fait des stages dans des boulangeries en campagne, dans des boulangeries en ville, avec des fours à bois, avec des fours électriques, voilà, pour essayer vraiment de se faire un panel de modèles et d'en tirer ce qui nous semblait être le plus correspondant à nos envies. Ensuite, on a fait
4 mois de formation dans une école qui s'appelle l'École internationale de boulangerie, qui se situe à Sisteron. Donc ces 4 mois, en fait, c'était très intense parce que c'était un bac professionnel qu'on passait. Donc il y avait et la technique à apprendre, mais aussi un business plan à monter et à présenter devant un jury pour avoir son diplôme. Et puis après, l'autre partie des 2 ans, ça a été rechercher une maison. Une fois qu'on avait trouvé la maison, c'était construire un business plan pour présenter un dossier à la banque et convaincre les banquiers. Ces 2 années de formation technique, pratique, ça a dû être un changement radical par rapport aux études que vous aviez fait l'un et l'autre. Oui, c'est sûr. Est-ce que comme ça, les joies de la praxis, ça vous a plu ou bien ça vous a effrayé ou bien au contraire vous êtes rentré directement dedans? Non, ça nous a beaucoup plu, tout de suite. Tout de suite. Et puis on a vu qu'en fait, on pouvait mettre en œuvre nos compétences acquises dans nos anciennes carrières pour œuvrer pour ce nouveau métier. Oui. Je m'explique. Comment, par exemple? On a créé pas mal de fichiers Excel qui nous servent de roadmap, qui nous permettent de prévoir notre production, qui nous permettent de suivre nos stocks de matières premières, qui nous permettent de faire notre comptabilité. Tout ça, en fait, c'est très facile pour nous, puisqu'on en a fait pendant des années. Oui, j'imagine. Oui, d'accord. Et pour alléger nos journées, on a un sens plus fluide dans l'organisation. Se répartir les tâches, mettre les tâches les plus longues au bon endroit pour faire du temps masqué sur d'autres, etc. Et puis ça c'est pas compliqué pour nous, quoi. Le temps passe horriblement vite. Je pense qu'on va passer maintenant à la technique et vous allez enfin pouvoir nous présenter à nos auditeurs votre outil de travail, ce four magnifique là, et puis nous parler un peu de vos productions. RLP, ça déchire. Alors là, vous avez un four qui a été fait avec monsieur Frédéric Voisin, qui habite à Cestas, à côté de Bordeaux, en co-construction. C'est-à-dire qu'en gros, lui, s'est occupé de la partie gros œuvre et nous, on était un petit peu ses petites mains. C'est un four qu'on appelle un four à gueulard, c'est-à-dire qu'il y a un foyer sous le four et il y a juste une petite bouche sur laquelle on pose une pièce qui est soit en fonte, soit en inox, qu'on peut orienter et qui, par appel d'air, avec 2 trappes à l'arrière du four, qu'on appelle les hurrahs, permet à la flamme de lécher l'ensemble de la voûte. Et on a besoin comme ça d'1 heure et demie à 2 heures de chauffe. C'est une voûte arrondie? C'est une voûte arrondie, alors arrondie dans le sens, dans le sens de la largeur. Et dans le sens de la longueur, en revanche, c'est assez plat. Il y a un léger arrondi quand même sur l'ensemble, mais ça n'est pas les fours banals tels qu'on a aujourd'hui dans les maisons. Oui. Donc ça, c'est un gros avantage pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a les avantages de la chauffe au feu de bois, qui est finalement qu'est-ce que ça va rendre sur le produit qui est le pain, sans avoir tous les inconvénients, qui est que, je ne sais pas si vous avez vu, les boulangers dans des fours à l'ancienne, mais en fait, avec la pelle, quand on doit déposer chacun des pains, ça finit par être assez physique. On laisse aussi beaucoup ouvert la bouche du four, donc la chaleur part beaucoup, donc on est obligé de chauffer beaucoup plus pour que le pain cuise, puisqu'on laisse énormément la chaleur s'évader. Là, dans ce genre de four, on peut enfourner quand même la pâte en plusieurs fois, mais en 4 fois, ce qui permet quand même de perdre moins de temps au moment de l'enfournement. Et on défonde quand même à la pelle, mais ça c'est plus pour des raisons de garder, afin d'être sûr de ne pas abîmer les pains. Mais on pourrait potentiellement aussi retirer les pains de la même façon qu'on les a mis. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, bien entendu, on n'a pas précisé, mais c'est un four à bois. Voilà. Et est-ce que vous pouvez donner quelques indications sur vos productions, sur vos farines, sur oui. Les pains que vous fabriquez? Oui, alors le pain de base, c'est le pain de campagne, donc qui est à majorité des farines de blé ancien, qu'on appelle les blés paysans, qui sont moulus qui sont cultivés et moulus par quelqu'un qui s'appelle Frédéric Prado, qui est au moulin de Bobina.
et juste à côté de Ribérac, donc à Saint-Martin de Ribérac, qui travaille vraiment très très bien, qui a remis en fonction un moulin sur meule de pierre, une œuvre d'art à lui tout seul. Ça, les farines anciennes, l'avantage de ces farines de blé paysan, c'est qu'elles n'ont pas été travaillées pour le côté élasticité, qui passe mieux dans les machines. Mais comme nous, on n'a pas de machine, on fait tout à la main, on a moins besoin de cette élasticité de la pâte. Vous pétrissez pas à la main quand même. Si, on pétrit à la main, oui. Vous pétrissez toutes vos fournées à la main? Tout à fait. Il n'y a Vous que la brioche qu'on fait dans un petit batteur. Vous relayez alors, parce que c'est très physique. Hein. C'est physique, mais finalement, le boulanger qui pétrit dans un pétrin mécanique, il a aussi des étapes physiques. Donc on ne dit pas qu'on est moins physique que les autres boulangers, mais je ne suis pas sûr que, mis bout à bout, ça soit plus physique. On est juste dans un métier manuel, donc forcément, on s'use un petit peu dans ce genre de métier. Ça, il faut être préparé, donc on fait attention quand on sent que ça tire un petit peu à choisir les gestes. Mais se toucher de la pâte, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et on ne trouve pas qu'on perde tant de temps que ça par rapport au fait de devoir mettre dans un pétrin, devoir décuver le pétrin. Voilà, là, on est déjà dans un pétrin en bois dans lequel on peut pétrir la pâte, dans lequel on peut laisser lever aussi un peu la pâte. On divise ensuite en grosses quantités qu'on met dans des bacs pour continuer à les faire lever, comme ça pendant 4-5 heures. Et puis on termine la fermentation au froid, c'est-à-dire qu'entre 25 et 15 degrés, elles vont continuer à fermenter, mais elles vont développer des arômes qui sont différents des arômes qu'elles vont développer autour de 25 degrés. Donc on a vraiment des arômes plutôt lactiques dans des températures plus chaudes et des arômes plus acétiques au niveau du froid. Dans l'ensemble, toute la chaîne de production, depuis la préparation de la pâte jusqu'à la sortie du four, ça prend combien de temps à peu près? Ça dépend des pâtes, mais je dirais le campagne qu'on commence à faire le lundi après-midi, par exemple, donc à partir de 14h. On la pétrit à 14h et le lendemain matin, on l'enfourne à 10h. Donc il y a une vingtaine d'heures entre les deux. Comment vous commercialisez votre pain? On a 2 lieux de vente. Le premier, c'est ici, au Fournil, où on vend aux gens du village et des villages alentours, aux horaires donc, de 16h à 19h le mardi et le vendredi après-midi. Et à ces mêmes jours, on vend devant le magasin La Vie Claire à Chancelade, en ayant un stand qui ressemble à un stand de marché, sauf qu'on est les seuls devant ce magasin, et c'est de 15h à 19h. Et ensuite, on a aussi une AMAP qu'on livre à Marsac. Donc c'est la MAP de Marsac le mercredi soir. Ils viennent récupérer leur pain à Chancelade. Et puis une cagette qui appartient au site cagette.net. Cette cagette est à Segonzac et elle distribue ses produits le mercredi et on leur livre les produits le mercredi matin. Les retours sont bons, les premiers résultats sont encourageants. Est-ce que vous êtes obligé de faire souvent appel à vos anciens formateurs en leur disant « Ah, et là j'ai un petit problème, là, est-ce que tu peux me dire comment il faut faire ?» On va dire que sur la production, on a été vraiment très bien formés. Donc on a un bagage qui nous permet de comprendre les différences sur les pains, les petites problématiques. Il y a encore des énigmes, hein, mais on s'en sort plutôt bien. Le gros morceau, ça a été le four. Parce que c'est quand même quelque chose à maîtriser avec des paramètres qui changent un peu tous les jours. Et on a eu des cuissons ratées, aussi bien pas assez cuit que trop cuit, il y a eu les deux. Et puis nos clients le voient, ils voient très bien l'évolution et certaines fois ils acceptent des pains un peu noirs alors qu'ils ne l'ont pas été la fois d'avant. Donc ça c'est quelque chose qu'on travaille, on a encore besoin de s'améliorer, on est sur la bonne pente. Mais voilà, notre four en plus évolue, donc il est en train de sécher au fur et à mesure de sa vie, puisque comme on l'a maçonné, il a eu beaucoup d'eau.
Et il a besoin de plusieurs mois pour être vraiment stable. On est que sur il n'est pas encore adulte. Non, on n'est que sur des matériaux vivants, et c'est ce qu'on cherchait en étant sur un process qui soit artisanal. C'était vraiment de tâtonner, de chercher toujours à faire le meilleur produit possible. On est aidé par les matières premières qui sont de très très bonne qualité. On est aidé par tous les process qu'on a appris. Le levain naturel, c'est fou ce que la nature peut faire naturellement. En fait, on essaye de s'appuyer au maximum sur ce que notre outil de production nous permet de faire. Et on apprend humblement à maîtriser le four qui nous lâche peu à peu ses secrets. Alors, malheureusement, le temps est trop court, comme d'habitude. Moi, je voudrais terminer par 2 questions. J'aurais voulu vous demander aussi si vous aviez d'autres passions que la boulangerie et la restauration des lieux où vous travaillez, mais ça sera peut-être pour une autre émission. Vous avez montré dans vos propos, dans vos réponses, que vous avez été guidé en partie par quand même une conscience écologique aiguë. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'endroit où vous vivez, avec le recul que vous avez, est-ce que vous êtes, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir ? Vous êtes un jeune couple qui vous lancez dans la vie d'adulte, qui avait un jeune enfant. Comment voyez-vous l'avenir ? Moi, je pense qu'avec peu de personnes qui veulent se retrousser les manches, on change le monde. Donc il ne faut pas attendre que le monde évolue dans le sens où on voudrait qu'il évolue pour soi-même changer le monde. Et c'est que si soi-même on essaye de faire bouger les choses humblement à l'endroit où on est, en tissant du lien social, en allant vers les gens, en travaillant le plus honnêtement possible, en travaillant bien, en essayant que ce qui sort de nos mains ou de nos intelligences soit pour améliorer le monde, il peut y avoir que des bonnes choses qui vont sortir de tout ça. Vous pensez que c'est la somme des comportements individuels qui va réussir à... comportement individuel vertueux, bien entendu, qui va réussir à je pense éviter la catastrophe. Je pense qu'il faut pas compter que sur la politique, et que trop souvent on peut blâmer la politique. On a l'impression d'agir en disant les politiques devraient faire ci ou les politiques devraient faire ça, et on en discute beaucoup. Or, on utiliserait cette énergie pour agir localement, on aurait des bénéfices qui seraient bien supérieurs. Et on est assez touché par la politique des petits pas, qui est d'essayer d'améliorer les choses au fur et à mesure, de ne pas vouloir tout changer d'un coup, parce que c'est ce qui est le plus démotivant. Donc voilà, ça va commencer, si on parle écologie, ça va commencer par trier ses déchets si on ne le faisait pas. Puis essayer d'acheter plus en vrac, d'acheter moins de plastique, de passer sur des couches lavables, on n'y est pas encore, de faire moins de routes, d'essayer de concentrer ses courses pour voilà, faire qu'un déplacement par semaine. C'est des petites choses comme ça qui en fait au début paraissent une montagne et qui petit à petit s'inscrivent dans notre organisation de vie. C'est ça qui vous paraît une montagne et pas les montagnes de déchets, et l'océan poubelle et les choses absolument monstrueuses quand on voit ça. C'est sûr que quand on voit ça, on se dit zut, vers quoi on va ? Mais c'est pas moi tout seul qui vais détruire toutes ces montagnes de déchets. Donc si j'essaye de pas en créer plus, si j'essaye d'en parler autour de moi et de faire prendre conscience à chacun des enjeux écologiques qu'on a dans ce monde, petit à petit, les mentalités vont changer, les façons de faire vont changer. Et je pense vraiment à la politique des petits pas, et je me dis, étant dans un village à petite taille, avec une mairie qui a son pouvoir de décision et qui n'est pas le gouvernement, on a de quoi faire changer les choses dans nos villages. Et les villages les uns avec les autres peuvent faire changer un pays, puis petit à petit une planète entière. Swazik, Marin, merci beaucoup. Je suis désolé d'être obligé de m'arrêter. Je pense que je reviendrai vous voir. Ou que sinon, quand vous irez jusqu'à la capitale du Périgord, n'hésitez pas à venir à notre studio pour nous rendre visite et voir notre petite installation et vous exprimer en direct.
Super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque, on va quitter Paris, puis je te chanterai en cloche en attendant le... C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Oh, on peut voir le monde en tout petit, ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit, où je t'aimerai toute la vie. Pour de vrai.